À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur votre chaîne politique. Ici même où nous nous battons depuis plusieurs années maintenant pour vous donner les indispensables. Notre studio est toujours aussi en chantier. Fermez légèrement les yeux sur les imperfections que vous verrez par-ci, par-là. Nos équipes y travaillent. L'actu est abondante. On va essayer de revenir sur quelques faits avec un analyste pertinent, Mike Gardi, Diana, qui revient ce matin. Bienvenue, Mike. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir de retrouver le plateau des Politiques. C'est toujours un plaisir et un honneur. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Je voudrais qu'on parle d'abord de la profession parce que la dernière info qui tombe au moment même où nous tournons cette émission, c'est notre consoeur Paulette Kimuntu de la Lyon TV, ancienne de Congo Web, qui a été interpellée à l'instant même où nous tournons l'émission à l'aéroport de Njili par des éléments de la DGM sur un post qu'elle a fait elle-même sur Facebook et dit qu'elle a été interpellée. On la voit dans ce poste, une photo d'elle dans un bureau, probablement celui de la DGM, furieuse. Elle dit que l'avion a décollé sans elle. Ses autres collègues ont voyagé. On ne sait pas exactement quelle destination prenait-elle. Nous avons essayé de la joindre sans succès. Ça devrait nous inquiéter ou plutôt attendre encore qu'on ait plus d'informations sur d'abord les mobiles de son interpellation et le reste. Bon, normalement, ça devrait nous inquiéter dans la mesure où je crois que quand elle décide d'aller vers l'aéroport, c'est-à-dire elle a pris suffisamment le temps de faire ses démarches administratives convenablement. Ouais. La question, est-elle interdite de quitter le sol congolais? Je ne pense pas. S'il y a des éléments à lui reprocher, je pense qu'à la limite, elle devrait être saisie bien avant. J'ai toujours pas compris cette habitude de pouvoir interpeller les gens au niveau de l'aéroport alors que c'est un sujet congolais qui vit ici. S'il y a sujet à infraction, pourquoi ne pas la notifier ou notifier à la personne concernée, qu'au moins elle sait qu'elle a des contentieux au niveau de la justice et qu'elle prendra des dispositions. À l'instant, rater un avion, nous connaissons tous le drame que c'est un manque à gagner pour elle. Il est peut-être possible que les gens le savent, elle n'est pas ministre, elle n'est pas députée, c'est certainement pour un job. C'est-à-dire qu'au-delà du billet perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle manque en n'ayant pas pris cet avion-là, peut-être pour des raisons de travail ou peut-être de vacances, mais à la limite, et quelle image on donne? C'est une journaliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour finalement cette idée de la dépénalisation des délits de presse, mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau de la corporation, il existe des structures de contrôle et de surveillance. S'il y a un problème à la limite, à ces niveaux-là, il faut notifier avant, comme ça la personne sait et prend ses dispositions. Que d'aller savoir qu'on a des démêlés judiciaires au niveau de l'aéroport, ça n'a jamais été l'idéal, ça n'a jamais été une solution. Je n'ai jamais compris pourquoi on le fait comme ça. Comme disait nos opposants, l'aéroport de Njili est devenu une zone rouge pour les opposants, les journalistes critiques. C'est à croire qu'on ne sait pas mettre la main sur quelqu'un en interne, on attend qu'il arrive à l'aéroport. Nous avons des adresses pourtant bien connues. Les adresses bien connues, et si vous voulez, non seulement les adresses physiques, les adresses professionnelles sont connues. Paulette a un bureau. Et parfois même là où elle va boire ou se détendre, vous connaissez. C'est quoi le problème? Il faut éviter ça, ça ne fait pas du bien. Mais dans tous les cas, nous ne saurons aller en détail pour l'instant parce que nous ne connaissons pas les faits qui lui ont été reprochés. La seule certitude, c'est que Paulette en parle elle-même.
Il a raté son avion et il dit même avec un peu, en ironisant, empêché de voyager, la prochaine destination, ce serait peut-être la prison de Makala, dit-elle. Son poste est encore sur Internet. On n'a pas pu la joindre. Malheureusement, je n'ai pas pu la joindre. J'ai tenté d'appeler sans succès. On y reviendra. Je suppose qu'on a repris son téléphone parce qu'on connaît que sa force, c'est son téléphone. Son téléphone, probablement, son passeport, si elle en a un. Ça fera comme Alain Bolodjoa qui a fini, bonne nouvelle, qui a fini par récupérer son passeport bloqué pendant presque une année à la DGM. C'est ça la difficulté. Moi, je pense qu'il y a toujours une frontière dans ça. Par exemple, pour Alain Bolodjoa, qui est un acteur politique. Oui. Je sais que généralement, on a atteint une dimension où on ne sait plus établir la limite entre la liberté d'expression et les faits diffamatoires ou autres faits infractionnels. Ouais. Mais à la limite, il est toujours préférable que la personne soit notifiée, surtout que c'est des gens connus avec des adresses, et d'aller être surpris au niveau de l'aéroport. J'ai toujours trouvé ça aberrant et incommode de pouvoir faire les choses de cette manière-là. Mais bon, pour Paulette, on va attendre un tout petit peu. Il faut attendre. Mais le fait déjà qu'elle a raté son avion, c'est un manque à gagner pour elle. Ouais. Et en attendant voir si vraiment il y avait une nécessité de pouvoir l'empêcher de voyager ou c'était juste un malentendu, on le saura après. Bien, on le saura davantage. Se rendait-elle à Lubumbashi ou a-t-on peut-être pensé, à raison, à tort, qu'en sortant du pays ou en faisant un mouvement, il se rendrait ailleurs? Pour l'instant, on a plus des questions et très peu de réponses. Bon, la profession, je voudrais qu'on y reste quand même avec Gardi. On parle tellement des autres qu'on a très peu de temps de parler de nous-mêmes. Il y a un congrès, on l'appelle congrès de refondation de notre corporation, l'UNPC. Et ça, on le sait. La dernière nouvelle, c'est que Christian Lusakeno, notre confrère de Top Congo, qui était présenté, qui avait annoncé sa candidature, a fini par se rétracter. Il a fait une petite vidéo hier, il se rétracte parce qu'il estime qu'il n'est pas en règle avec la loi qui régit la corporation, parce qu'étant détenteur d'une nationalité française, disons qu'il n'est pas congolais. Je voudrais qu'on regarde un tout petit extrait de son annonce hier, son annonce de retrait de candidature. On reviendra sur le plateau. Il y a beaucoup de choses que vous devrez savoir. Ne nous quittez pas. Intéressant. À soutenir candidature à Christian Lusakeno à la tête de l'UNPC, qu'il mette un peu de panique, comme à la radio Panique, à la tête de l'UNPC, et qu'avec son professionnalisme, il espère en tout cas qu'il apportera du changement à l'Union nationale de la presse du Congo. En tout cas, je crois que j'en suis capable, mais malheureusement, la loi ne m'y autorise pas. Il faut qu'on ait un respect. Il y a Mboka, dont je suis originaire. Dans la nationalité d'origine congolaise, je suis né de père et de mère, de père et de mère congolais, mais je suis né dans un autre pays dont j'ai pris la nationalité, dont j'ai eu la nationalité à la majorité. Ezalaka loi kuna na lingaki koboyate, donc j'ai une autre nationalité. J'ai l'honnêteté de respecter, j'ai eu l'honnêteté de respecter le pays, mon pays d'origine. Pays d'origine est le bi nationalité une et exclusive. Donc, l'article 10, je pense, de l'UNPC dit que pour être membre du comité directeur, il faut être de nationalité congolaise. D'origine, je l'ai, oui, mais dans les faits, en attendant que on aménage la loi, je ne peux pas me prévaloir de cette nationalité-là. Parce que depuis quelques années, comme beaucoup de pays, je suis avec certains autres à la tête d'un mouvement où pour le fait que l'on fasse que la nationalité congolaise soit irrévocable pour ceux qui ont la nationalité congolaise d'origine. Ça fait 22 ans que je suis au Congo. Depuis 22 ans, je crois, et même avant, tant on a zaki dans Radio Panique, Africa numéro 1, Batoubaye Binga, Landaka, Lusakeno, ça fait depuis plus de 30 ans. Baïbi que, et Moussala et Belen, la salle Zalaki, en ligne de mire, RDC, ex-Zaïre. Mais la loi est ainsi faite, je m'y plie, et j'appelle tous ceux qui sont dans les mêmes cas que moi à s'y plier. Parce que Bisso, journaliste, il faut tous là-bas. Exemple, on ne peut pas tricher pour diriger. Lobby tango tokoyamba batou sousou
na émission pour tout na bango mituna bango moko ba komako rappeler biso que biso moko to trichaka. Pour moi, je trouve ça bien. Christian Osakweno qui lance également une pique à d'autres challengers restés dans la course. On va parler mais un peu plus de détails encore sur l'affaire Paulette Kimuntu. Nous apprenons à l'instant qu'elle s'est rendue plutôt à Kindu pour une série de reportages. Elle a été notifiée par la DGM. La note nous est parvenue au moment même où nous tournons l'émission, une note de la DGM tenant lieu de passeport, Kimuntu Ndombe Paulette congolaise, carte d'électeur vérification, parquet près la cour du tribunal de paix de Kinshasa à Sosa. Elle est donc priée de se rendre au parquet près le tribunal de paix de Sosa pour un motif qui lui sera signifié là-bas. Voilà ce qu'on sait. Pour Paulette, pour l'instant, elle est en liberté. Elle est en liberté. Elle a repris ses mouvements, mais seulement elle doit se présenter au parquet, au tribunal, près la cour, tribunal d'épée. Qu'est-ce qu'elle a, quelle affaire? Là, pour l'instant, on n'a pas d'informations. C'est ça la difficulté. Je crois qu'au tripé, et je pense que pour moi, ça serait forcément une déclaration qui ferait polémique pour le cas de Paulette. J'estime, à mon sens, parce que depuis un certain moment, les services sont très regardants sur les publications, surtout de journalistes, et surtout de journalistes estampillés proches de l'opposition. Mais bon, on va suivre de très près cette histoire-là et voir à la limite du possible de quoi on reproche à Paulette. Peut-être, est-ce que s'agirait-il d'une affaire privée? Parce que le tripé, quand même. En fait, c'est là où je dis. Mais je pense aussi que le tripé, je crois que c'est sa juridiction naturelle, enfin, en tant que citoyenne, c'est sa juridiction naturelle. Il est possible que ce soit un fait privé, mais aussi le fait privé peut découler de l'exercice de son métier. Il peut avoir heurté la sensibilité de quelqu'un par se dire, par se faire, et que quelqu'un décide de la traduire. Parce que souvent, c'est à Gombe, là-bas, au tribunal de grande instance, au parquet, là-bas, près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ou à la 4e rue, où on nous amène souvent. On suivra de près. Alors, Christian Osakweno qui... Vous connaissez déjà vos juridictions. C'est là. La vérité, c'est qu'en 15 ans d'exercice de métier, je n'ai jamais été entendu par un magistrat. Peut-être une chance. Pour moi, j'espère que ça va continuer encore. C'est parce que vous êtes resté dans la limite de l'exercice de votre métier sans outrepasser vos prérogatives. Espérons que ça va continuer. Alors, Christian Osakweno, on va dire, qui capitule ou qui se rétracte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rétracté, je ne sais pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, Christian Osakweno avait juste fait un tweet en disant je suis candidat, en maintenant le suspense. Candidat à quoi? À quel poste? À quel sujet? À un moment, il a même renforcé la polémique sur une question lors d'une de ses émissions à Top Congo. Il a dit, mais les gens qui parlent de ma candidature, est-ce que je dis que je suis candidat à quoi? J'ai juste parlé des candidats, mais on ne sait pas, je postule à quel niveau. Mais après, se rétracter, je pense que... Déjà, est-ce que vous le voyez aller jusqu'au bout avec ses nombreuses occupations? Christian, il faut dire quand même qu'il n'est pas très proche de beaucoup de journalistes. L'on dit qu'il il fait souvent cavalier seul. Je ne sais pas si c'est votre avis. S'il était candidat, avait-il la chance d'être élu? L'on dit souvent qu'il est très, très souvent isolé. Bon, allez-y. Oui, la vérité, c'est que si le congrès est vraiment un congrès de la refonte de l'UNPC, je pense qu'on devrait se passer de ces genres de considérations d'ordre personnel. C'est question de la technicité et la capacité à pouvoir répondre aux exigences de la fonction. Mais dans le fond, il en a, ça c'est sans aucun doute. Sans aucun doute. Il suffit de voir le management de Christian et au niveau de son entreprise et dont la plupart de ceux qui l'entourent, ses collaborateurs, on s'est dit que c'est quelqu'un qui... Il a mis en place l'une des meilleures radios du pays. Alors, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui connaît aussi le problème de journalistes congolais. Au-delà, c'est quelqu'un qui a un réseau au niveau continental et au niveau international. Je pense que c'est quelqu'un qui a des atouts autant que la plupart de ses challengers, comme Jean-Marie Kassamba et j'en passe. Mais dans le fond, moi, je ne voyais pas Christian aller jusqu'au bout. Et je peux même permettre de faire une analyse entre le ligne. Je me dis, quand je vois en fait, le process dans ce qu'il a fait,
Je pense plutôt que c'était une stratégie de contrainte. Ok. J'arrive, ok. Mais pour faire respecter la loi, il faut qu'il y ait des faits probants. Il faut que quelqu'un arrive à soulever un élément essentiel comme la question de la nationalité qui est une exigence au niveau de texte. Lui l'assume. Lui l'assume et c'est pour pousser les autres à s'assumer également. Mais on va pas aller par quatre chemins. Quand il le dit, le seul qui peut se retrouver dans ces contextes-là, c'est celui qui est le potentiel candidat aujourd'hui. Jean-Marie. C'est Jean-Marie Kassamba. Qui est français lui aussi. Qui est aussi français lui aussi. Donc lui d'ailleurs, c'est par Youssoli parce qu'il est né sur place et qu'à l'âge de la majorité, il a pris la nationalité. Mais JMK est parti à un certain âge, il a décidé d'opter pour la nationalité française. Mais il y a un élément qui joue à l'avantage de JMK. Malheureusement, je ne sais pas si les juristes vont trouver une parade à ça. Parce que le fait d'avoir déjà géré l'UNPC Kinshasa, la question, est-ce que le texte interdisait ou pas? Il a créé une jurisprudence. Jurisprudence, et donc, il faudrait aller jusqu'au bout de la logique. Si on l'a laissé gérer à deux reprises à Kinshasa, ça veut dire que rien ne peut l'empêcher de gérer la même corporation au niveau national. C'est cette jurisprudence-là. Est-ce que on va voir les choses de cette manière-là? Je ne sais pas, mais... La candidature de Christian était-ce un coup pour... une astuce pour court-circuiter Jean-Marie? Vous savez, ça serait trop osé de le dire comme ça, mais c'est une possibilité que ça soit un coup pour pousser l'autre à s'assumer. Une théorie pour écarter l'autre et pouvoir baliser le chemin, je ne sais pas, mais je ne veux pas renforcer ces climats délétères qui existent déjà entre les deux hommes, mais je pense que c'est une lecture, si quelqu'un ose faire cette lecture-là, il n'aura pas tort dans la mesure où, au regard, le cheminement et le process laissent croire qu'on veut soulever un élément de contrainte pour pouvoir les mettre autour de la table et faire discuter et dire, écoute, par fait des contraintes, si moi j'ai pu désister parce que la loi l'exige, il ne faudra pas créer, pas de poids de mesure, faudra pas créer un régime de privilégiés. On doit respecter le texte. Ça dit, c'est mettre les gens devant un fait accompli pour contrer la jurisprudence. Sinon, il parle favori, Jean-Marie. Jusqu'à preuve du contraire, il parle favori. Il est très proche de beaucoup d'entre nous. Non, mais la vérité, ça c'est la vérité. Il prend toujours le devant chaque fois que l'un d'entre nous a des problèmes. En fait, il a fait un effort. JMK a fait un effort de se faire transgénérationnel. JMK a fait un effort d'être proche de journalistes. JMK a fait un effort d'être ouvert. JMK a fait l'effort de suivre les journalistes, même dans les messes après service. Il a fait un effort de pouvoir établir une proximité, une forme d'amitié qui ne sait pas dire son nom. Maintenant, le problème, c'est que je ne voudrais pas ici, moi, faire la contre-campagne, surtout pas pour JMK. C'est vrai que la plupart des gens savent que moi, j'ai passé 5 ans à Télé 50. On n'était pas toujours de bons amis, mais je l'ai dit haut et fort à qui veut l'entendre. Moi, dans ma carrière, aujourd'hui, j'en ai 17. J'ai pu évoluer. Si je vous dis que je n'ai rien appris de JMK, ça serait un mensonge. J'ai beaucoup appris de ces messieurs. Aujourd'hui, on est resté dans une relation simple. Dire bonjour, président, comment tu vas? On se parle. Et au-delà de ça, je connais les valeurs, je connais les compétences de JMK. Maintenant, le problème, c'est que à lui de pouvoir se surpasser. Parce qu'il y a eu quelques éléments de contrainte au niveau de l'UNPC Kinshasa. Beaucoup de gens parlent, mais n'en savent peut-être pas grand-chose. La plus grande difficulté des JMK au niveau de l'UNPC Kinshasa, c'était d'être en mesure de mobiliser les fonds pour répondre à ces projets de campagne, notamment doter l'UNPC d'un siège. La question, devrait-il le faire avec ses propres moyens? Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif. Mais quel est le modèle économique imprimé pour pouvoir mobiliser des fonds, à la limite, même à 50%, et puis par geste de bonne foi, apporter le reste? Parce que si c'était l'œuvre de JMK, il le faisait avec ses propres poches. Le jour où il n'est plus président, on retourne à la case départ. C'était ça la difficulté. Et je pense qu'à ce niveau ici, le manager qu'il est doit faire un effort. Je sais qu'au niveau national, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de visibilité. Mais dans le fond, il faudra qu'il y ait une certaine orthodoxie. Il faudra imprimer un modèle économique efficace au niveau de l'INPC national pour ne pas retomber dans le travers de Kinshasa. À Kinshasa, il s'est limité à faire l'ambulance, aller constamment à l'aide, cette sollicitude vers le journaliste pour aller résoudre le problème ad hominem. Mais dans le fond, il y a des problèmes un peu plus structurels. Mais maintenant, Mike Gardy, gérer l'UNPC au niveau national est un grand enjeu. Je sais. La politique s'y mêle aussi. Comme toujours. Jean-Marie, vous avez dit qu'il a su tisser des liens par-dessus, des ponts par-dessus les divergences et tout ça. Oui. Il demeure pas moins qu'il est étiqueté, qu'il a eu une étiquette par le passé.
Si, cette étiquette n'est jamais partie. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il est acceptera-t-on aujourd'hui que Jean-Marie, avec son étiquette, gère la corporation sur le plan national? Vous soulevez une question qui est presque un élément culturel. Parce que j'ai toujours dit aux gens, surtout aux jeunes qui sont à côté de moi, que le rapport entre le politique et les journalistes ne seront jamais de très bons rapports, parce que le politique considère le journaliste comme un enfant ingrat, à qui on a donné la possibilité d'exister en tant que corps et qui a pris beaucoup de tours d'indépendance et est devenu le premier contrepoids de politique. Aujourd'hui, il sait que dans le régime congolais, en fait, dans le monde, il y a toujours cette tendance à avoir une mainmise sur la presse et de surcroît par les différentes structures de régulation et d'autorégulation. Mais la question ici, c'est que c'est l'adaptabilité et la flexibilité des uns des autres. Je ne demanderai pas à Jean-Marie, tout le monde connaît le bord politique de Jean-Marie, tout le monde sait, il n'est pas membre d'un parti politique, mais c'est un stratège en communication d'un clan politique. Et il a dit qu'il a aidé l'ancien président et qu'il était disposé à aider le nouveau président, Félix Tshisekedi, même si sa main tendue n'a jamais été prise parce qu'elle était beaucoup trop de l'autre côté pour finalement basculer si facilement. Oui. Mais moi, je pense que si c'est vraiment le congrès de la refonte de l'UNPC, il faut transcender les considérations d'ordre personnel. Aujourd'hui, je sais quand, par exemple, le contrainte politique, je sais que ça ne manque pas. Il y a déjà des guéguerres en interne sur les candidats. J'ai vu deux amis s'attaquer au ministre Mouyaya pour des raisons que j'ignore. Oui, certains ont dit qu'il a ses candidats à lui en poche. Mais à la limite, après, je pense qu'en tant que ministre, s'il a eu une vision, je pense qu'il y a toujours lieu de pouvoir soutenir une candidature avec qui on peut faire un pont pour pouvoir implémenter le réforme de la loi Mouyaya parce qu'il le veut au niveau de cette corporation-là. C'est jamais un tabou. La question, est-ce que celui qui arrivera saura rester dans cette logique-là? Je ne connais pas, il n'existe pas aussi un conflit entre JMK et Mouyaya parce qu'on se croise régulièrement. Et évidemment, ils ont des bons rapports. Réunions au niveau de la communication, donc je pense qu'on ne va pas exagérer à ces niveaux-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est un jeu démocratique, que c'est lui que le meilleur gagne, mais dans le fond, c'est que je voudrais que la politique, même si la politique voudra s'y mêler, mais qu'on nous donne un candidat capable de répondre aux desiderata, capable de relever le défi, autant que moi j'avais soutenu et j'avais beaucoup soutenu, je continue à soutenir jusqu'à aujourd'hui, le travail de Christian Bossembe, même s'il est beaucoup très attaqué par les autres amis. Oui. Êtes-vous candidat vous-même à un quelconque poste? Malheureusement, j'ai voulu être candidat, mais après, je me suis rétracté. Bien. Je me suis rétracté pour de raisons personnelles. Et aussi, un peu comme Christian Le Sacone, je sais que quand j'arriverai là-bas, les cotisations au niveau de l'INPC allaient me bloquer. Donc, vous ne cotisez pas? En tout cas, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas cotisé. Oui, justement. Je crois que notre profession a... Quand je sais pas voir... Après le départ des Kassonga Chilundé, plus rien n'était clair. Rien ne se faisait. Oui, justement. On ne savait même plus délivrer la carte. Oui, justement. Et vous me permettez d'émettre cette incise-là. Oui. Je trouvais cette réforme indélicate. On dit qu'il y a beaucoup trop de moutons noirs, il y a beaucoup trop de désordre dans la corporation. C'est-à-dire qu'il y a la commission de la carte qui aurait commis 2-3 fautes en donnant des cartes de manière lapidaire. Et on trouve comme mesure, c'est de supprimer la délivrance de la carte et rester dans une vase de jungle. Et on pense qu'on résout le problème en faisant ça. J'ai dit non. Du tout. Si l'identification n'a pas résolu l'anarchie, n'est pas identifié qui est journaliste et qui ne l'est pas, ne fera qu'amplifier le problème. Je ne sais pas comment on a réfléchi à ces niveaux-là. Et si on voulait le faire, ça devait être une mesure conservatoire pendant une période où on fait un travail de nettoyage. On ne peut pas suspendre sans nettoyer à l'avance. Ce n'est pas savoir où on va. Le ministre d'État, Constant Mutamba, est de retour dans la capitale après un séjour en Bujimaï. Aussitôt arrivé, il s'est rendu à la prison centrale de Makala, c'est Perka. On l'a vu tout aussi enragé. Il promet de résoudre le problème dans 2 semaines. Pour lui, ce qui s'est passé n'est pas une tentative d'évasion, mais plutôt un acte de sabotage. Je voudrais qu'on l'écoute un tout petit peu. On reviendra sur le plateau avec notre invité de ce matin, Mike Gardi-Diana. Vous appréciez tous la profondeur qui caractérise ces analyses aussi pertinentes. On reviendra pour continuer. Et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement.
Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Bien, la colère du ministre d'État, Mouyaya, avant lui, c'était la première ministre, Mme Toulouka, qui a visité elle aussi la prison. Elle a annoncé que le gouvernement allait assurer dans l'urgence la nourriture et tout ce qu'il y a là-bas. Mais d'abord, Mouyaya, sa colère, sa rage, pour lui, ce n'est pas une tentative d'évasion. C'est un acte de sabotage. Chaque fois qu'il a essayé de désengorger, on a renvoyé presque le double de ceux qui sont partis. Il pointe un doigt accusateur sur le magistrat, comme l'avait fait son vice. Son vice, quelques heures après cette tentative d'évasion, il avait attribué la responsabilité de ce qui se passait aux magistrats qui ont parlé. On va les écouter, mais d'abord, votre réaction à chaud sur le ministre qui a piqué une colère sainte. Je crois que selon mes informations, la colère sainte du ministre découle aussi de la colère du chef de l'État qui, depuis la Chine, avait presque grondé sur les deux hommes, notamment sur la gestion de ces événements. Il faut dire la vérité, le vice-ministre Samuel Bemba a presque jeté de l'huile un peu au feu. L'homme qui avait dit qu'il n'y avait eu que deux victimes, deux décès. Et à ces niveaux-là, je crois que c'était l'élément qui a exaspéré. Quand on est dans une période ou encore quand on est dans un siècle de l'infobésité, il faut s'abstenir de pouvoir avancer des chiffres de cette manière-là, surtout pour une prison qui est mal localisée, qui est dans une zone résidentielle, ce qui ne devrait pas se faire non plus, parce qu'avant, c'était la fin de la ville. Aujourd'hui, cette zone-là est très occupée ou très habitée, ce qui constitue déjà un danger pour ces centres pénitentiaires. Mais dans le fond, je crois qu'il a un peu raison de s'énerver. Je ne rentre pas dans ses considérations d'ordre politique quand il parle de sabotage, mais on ne va pas se voiler la face, Jean-Pierre Kayembe. Ce qui se passe à Makala, c'est de la responsabilité de magistrats. Je vous donne un simple exemple. Vous savez, on connaît tous la tradition ici que chaque vendredi, dans les différents parquets, les différents souciates, il y a un véhicule qui arrive pour ramasser, jugé ou pas, condamné pour des faits bénins ou faits graves. Dès que vous arrivez, on vous prend, vous arrivez à Makala, niet. Mais le problème, c'est la loi. La détention devrait prendre entre 48 à 72 heures. Ça peut être renouvelé une fois et puis il n'y a pas assez de place pour garder... Une question rhétorique. Oui, c'est la loi qui le dit. Mais la loi prévoit des mécanismes de procédure. Vous entendez quelqu'un, vous établissez les responsabilités, vous les déférez devant son juge naturel. C'est ça le problème. Vous savez, dans ces pays, il y a des faits bénins, il y a quelqu'un qui s'assoit à Batukuna. Il s'est retrouvé là sans famille parce que c'est un désœuvré, et puis Mutukeya s'est retrouvé à Makala. Vous pensez que vraiment que c'est les genres de sanctions pour lesquelles quelqu'un devrait se retrouver à Makala? C'est ça le problème. Faudra pas qu'on se prenne qu'il a volé. Si, c'est ce que je dis, mais il a volé, mais le problème c'est qu'il existe dans le pénal différents types de sanctions tenant compte de faits. Les travaux d'intérêt généraux, ça existe, non? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on pense que, en fait, dans la définition des questions de droit, on est resté dans le sens objectif de la loi, c'est la punition. Le sens logique, c'est la réparation. Quelqu'un a donné même l'exemple de Roger Lumbala qui est en détention préventive en France. On dit qu'il n'a jamais été jugé, mais voilà, il est toujours là. Le temps que l'on recherche les infractions, le temps que le procès arrive, il est détenu. Oui, mais pour quel fait? C'est ça le problème. Ok, il faut voir la nature... Il faut voir la nature des faits qui pèsent sur la personne. C'est ça le problème. Quand vous parlez, la loi est là, mais la loi a prévu des mécanismes pour en arriver là. C'est-à-dire que si on sait suivre la procédure convenablement, si on sait éviter, il y a des gens qui sont à Makala pendant 4-5 ans, jamais jugés, il n'a jamais comparu. Il y a même certains qui, pour la vérité, ce qu'elle le fait lui reprocher, n'ont jamais été déclinés convenablement devant lui. Et c'est ça la responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que l'on parlait ici d'un doyen, le doyen le plus vieux détenu de tous ceux qui sont à Makala, il avait 21 ans, de détention, jamais été jugé. Enfin, hier, il a quitté la prison. Très bonne nouvelle. Alors, donc, la déclaration du ministre
montre à suffisance que la crise entre l'exécutif et les judiciaires n'est pas finie. N'est pas fini, mais il attribue la responsabilité de ce qui est arrivé à la prison de Santana Makala au magistrat. Je ne sais pas le dire, je ne peux pas moins disculper qui que ce soit. Il le dit, il est certainement informé, mais moi je pense qu'à la limite aussi, faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Ouais. C'est vrai, c'est de la responsabilité, mais je pense qu'en tant que ministre de la Justice, au-delà du fait de son pouvoir, au niveau de membre de l'exécutif, il a besoin de ce corps pour pouvoir mener ces réformes. Aussi aux magistrats leur dire que la proposition de loi qui doit passer, portée par le ministre, n'est pas une proposition du ministre, mais du gouvernement. Et qui dit gouvernement délibéré en conseil de ministres avec l'approbation du chef de l'État. Il est quand même logique. Je crois que si le chef de l'État avait pris cette tangente depuis plusieurs temps, on aurait peut-être vu la justice changer de visage maintenant. Il ne faut pas être réfractaire au changement. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut assumer. Je crois qu'il y a des responsabilités partagées ça et là, mais je pense que les magistrats doivent aussi assumer une certaine responsabilité. Moi, je sais que c'est des gens parfois qui fonctionnent. Ils le disent et ils le savent. Sans frais de fonctionnement, c'est des gens en matière, dans les circuits financiers, c'est des gens presque marginalisés, ça c'est une certitude. Mais en attendant qu'on trouve un équilibre, il ne faudra pas être réfractaire au changement. Il faudrait y aller alors mollo-mollo. Mollo-mollo, et au ministre de respecter... Cette prise des becs n'arrangerait pas les choses. Oui, mais justement, le ministre aussi ne facilite pas la tâche. Il ne faudra pas aller... faut pas à tout moment... Il veut un choc frontal. Le forceps. De temps en temps, il faut utiliser. Je connais Constantin, mais il est jeune, mais je sais qu'il a cette capacité du soft. Aller dans l'approche soft, négocier, obtenir des réformes, taper du poing quand il est nécessaire, mais de temps en temps, il faut trouver un équilibre et éviter ces genres de rapports de force. Ça n'honore pas l'appareil judiciaire, mais ce qui s'est passé à la prison, c'est... On verra la réaction tout à l'heure des magistrats. Oui, ce qui s'est passé à la prison. On verra aussi Jean-Marc Kabonde, son parti politique Alerte, qui n'a pas mangé depuis 3 jours maintenant. On est au 4e jour. Hier, la première ministre disait qu'elle a décanté le problème. Il a fait une grève de faim ou il n'y a pas à manger? Non, il n'y a pas à manger parce que le dépôt avait été pillé. Du coup, il n'y a pas de contact, les familles n'arrivent pas, il n'y a pas de visite. Et du coup... d'aucuns redoutent qu'on ait encore plus de morts que ceux qui sont tombés notamment par balle ou par suffocation. Mais le ministre, revenons sur le ministre Mutamba, les images, les photos qu'on a vues hier de la police scientifique dans son bureau, qui ont... Les conclusions sont sans appel. Hein. Le ministre, le bureau du ministre avait été empoisonné. Et le communiqué du cabinet explique que tous les collaborateurs du ministre qui étaient au cabinet, qui sont entrés en contact avec le cabinet pendant ces temps, ont tous été testés positifs au poison. Oh, ça peut pas m'étonner moi, parce que j'ai toujours dit aux gens, le ministère, le poste qu'occupe Constant Mutamba est un poste très, très décisif sur l'évolution et la marche de la République. Mais je ne pense pas qu'on devrait en arriver là. Je ne pense pas qu'on devrait arriver jusqu'à ces niveaux-là. Moi, je pense qu'à ces niveaux-là, il faudra attendre d'établir les responsabilités parce que c'est une vérité de fait que la plupart des collaborateurs ont été testés positifs au poison. Ça, c'est une vérité de fait. Mais après, il ne faudra pas vite faire des conclusions à ces niveaux-là. On va attendre jusqu'à ce que les enquêtes puissent évoluer. On va voir à la limite jusqu'où on peut y aller. Et enfin, établir les responsabilités. Oui. Mais c'est quand même très... dommage de voir ça. Et je crois encore une fois de plus, j'appelle le ministre Constant Mutamba. Certains ont pensé que c'était une blague, mais là, la blague, c'est... Oui, mais au départ, on a tous pensé que c'était une affaire dans l'affaire pour pouvoir étouffer une autre affaire. Oui. Mais quand il y a des conclusions de la police scientifique, ça veut dire qu'on peut s'applier sur... On a trouvé des substances toxiques sur le bureau et surtout dans les ça toilettes. Ça a été prouvé que le dispositif électronique d'accès a été réinitialisé. Ça veut dire qu'il y a eu entrée par effraction au niveau de son bureau. Et moi, je pense que c'est des scènes très désolantes. Je pense qu'il faut rappeler aux gens ou à ceux qui en voudraient à la vie de Constant Mutamba parce qu'il n'applique que les réformes du gouvernement. Constant Mutamba dérangerait-il? Faudra pas en faire une affaire personnelle. Oui, il commence à déranger sérieusement. Déjà qu'il dérange beaucoup dans le corps de magistrats, ça c'est une certitude. Et je suis sûr qu'avec d'autres politiques, c'est normal qu'il dérange. Moi, j'irai un peu plus loin. Quelqu'un m'a dit une fois, vous savez que dans ces pays, il existe des réseaux
de gens. Par exemple, les différentes initiatives prises au niveau de la prison a mis à nu un certain nombre de réseaux de gens qui étaient détenus mais opéraient à l'extérieur pour les intérêts des uns des autres, que finalement, si ces gens-là ont vu leurs intérêts être dérangés, ils peuvent tenter d'atteindre à la vie du ministre selon certaines indiscrétions, mais je pense qu'il faudra le protéger. Il faudra donc renforcer sa sécurité. Sa sécurité, et à lui de pouvoir, en tout cas, je ne lui demande pas de se résigner, mais le problème c'est qu'il faudra qu'il mette beaucoup de sagesse dans ce qu'il fait, dans son approche. Jusqu'à preuve du contraire, il a réussi à imprimer l'image de la rigueur au niveau de la justice. On en voulait, et je pense qu'il répond bien au souci du chef de l'État, qui est allé chercher un outsider, quelqu'un qui ne répond pas aux pesanteurs de sa famille politique, quelqu'un qui ne doit son ascension au poste à aucune autorité morale, si ce n'est au chef de l'État, pour pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir agir au niveau de la justice. Mais est-ce qu'il n'en fait pas des trop lui-même? Une certaine opinion pense qu'il est un peu trop populiste. Bon, populiste, le Mineta Mutamba. Populiste, bon, il faut dire vrai, c'est quelqu'un qui a toujours eu un penchant vers cette communication excessive depuis toujours. C'est quelqu'un qui sait bien faire parler de lui. C'est quelqu'un, dans la com politique, c'est quelqu'un qui sait bien se mettre dans l'actualité. Et quand il est ministre, il veut bien marquer ses empreintes. On ne lui reprocherait pas de vouloir faire du marketing politique pour laisser sa marque, mais il faudra que cette image dégagée corrobore avec les actions menées en interne. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les actions parler en lieu et place de faire des communiqués c'est ce que tous je les dis. soirs? Non, mais la communication sans contenu n'existe pas. C'est-à-dire que quand on veut communiquer, quand on veut faire croire aux gens qu'on est un ministre qui agit, la force de la dialectique qu'on impose, c'est dans les faits, dans le travail. Il faudra que le travail suive cette approche, cet excès de communication qu'il fait sur lui. Mais dans le fond, je crois qu'il doit mettre un peu plus de sagesse, mais continuer ces travaux-là. On va suivre les magistrats. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout de cette logique pour que cette justice-là soit un tout petit peu redorée. Oui, on va suivre les magistrats qui ont pondu un communiqué hier, répondant notamment au vice-ministre. Ils disent qu'ils n'ont aucune responsabilité dans les événements de Makala. On suit Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il affirmait Mbonde à ses côtés. Tout le monde était là. Ensuite, on revient pour continuer en espérant que vous passez un excellent moment de télé. Allez, ne nous quittez pas. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-MIN-JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats
ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception. Mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Il y a donc un véritable je t'aime moi non plus entre nos chers magistrats et le ministère. Ça rappelle évidemment le feuilleton en France avec Éric Dupond-Moretti et les magistrats français. Exact. C'est l'image qui m'est revenue en tête d'ailleurs, avec ce souci de... Jusqu'où ira-t-on avec ce bras de fer? Je crois que ce bras de fer, comme je l'ai dit, pour moi, on aurait pu éviter à en arriver là. Mais je crois qu'il est nécessaire de temps en temps de pouvoir mettre sur la table. Ça s'est envenimé davantage. De mettre des sujets qui fâchent sur la table. C'est vrai quand ils disent qu'ils n'ont pas de responsabilité sur ce qui est arrivé à la prison centrale de Makala, mais les contextes favorisants des événements, ils en sont un tout petit peu responsables. On a parlé ici du surpeuplement. Quand vous avez une prison avec une capacité de 1500, mais qui atteint aujourd'hui 14-15 000 détenus, c'est un vrai problème. Mais que fera-t-on? Parce que le ministre dit avant d'envoyer des prévenus en prison, il faut mon autorisation express. On va les garder dans ces amigos, au parquet là-bas, ailleurs. Les gens préfèrent encore vivre en prison que rester au parquet où les cellules sont trop étroites, exiguës et nauséabondes. Je pense qu'à contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, je sais que la loi reconnaît au ministre de la Justice le droit d'injonction sur les différents parquets. Et notamment les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, exactement, ça veut dire qu'il y a une possibilité de trouver. Cette mesure-là, moi, je la trouve raisonnable, mais il faudra trouver une solution palliative et très rapidement. Au-delà du fait qu'il faut reconstruire une nouvelle prison, au regard de l'évolution démographique de Kinshasa et de la capacité d'accueil prouvée par cette prison, pour moi, il faut relocaliser cette prison. Elle n'est plus au bon endroit, mais aussi, la vérité qu'on doit dire ici, c'est dans l'approche choisie par Constant Moutamba, il ne faudra pas profiter de chaque contexte favorisant pour indexer que les autres. Cette responsabilité-là incombe aussi. Pour moi, il y a la responsabilité de services de renseignement en interne, c'est une responsabilité des gestionnaires de la prison, parce qu'il faut faire la part de choses entre les événements. Ce n'est pas une première fois qu'il y ait tentative d'évasion. Némoin bien sorti par la même prison. De façon spectaculaire d'ailleurs. Ça relève une faiblesse en termes de sécurité au niveau de la prison. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est comme on a dit, selon les dernières informations, le groupe à la base de cette tentative d'évasion aurait même tenté d'aller vers l'entrepôt d'armement. La preuve, c'est que juste après ces événements, il y a eu encore de coups de balle autour de la prison. La veille le jour de la tentative et le jour d'après, la nuit, il y a eu encore de coups de balle. Ça veut dire que le rapport de force continue. Là, ce n'était pas l'armée qui faisait le ratissage Moi, j'ai demandé, l'armée n'a pas dit ça. Ok. Parce que, vous savez, dans les questions des ratissages, surtout où on est en train d'étirer, il y a un besoin de communication au préalable, à moins que ça soit stratégique. Mais je ne pense pas. Et dans le ratissage, quelqu'un m'a dit que c'était toujours aux alentours et vers la prison. Ça veut dire que les personnes qui sont arrivées avant, qui voulaient faire évader des prisonniers, qui n'ont pas réussi, ont certainement voulu retenter le coup selon quelques indiscrétions. Mais dans le fond, ça prouve à suffisance que le problème là, on a tendance à minorer. Le conflit entre le ministère de la Justice et les magistrats nous fait perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est que qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qui leur avait envoyé? Pourquoi engager des actes de sabotage d'aller brûler la réserve alimentaire? Pourquoi aller brûler la pharmacie si ce n'était qu'une question d'évasion? Pourquoi ouvrir les 4 pavillons pour engager un mouvement de masse pour avoir la facilité d'opérer? Ces stratégies-là sont dignes de Prison Break, de films. Il faudra qu'on nous... Puisqu'on a dit que personne ne s'est évadé, on suppose qu'à ce niveau ici, on doit avoir en main les différents responsables de ces actes. Il faudra qu'on voie clair dans que les sanctions tombent. À ces niveaux-là, parce que c'est comme je te dis, selon certaines indiscrétions, c'est un vaste réseau qui opère pour certaines personnes influentes en interne et qui devraient certainement partir pour faire aussi une sale besogne, mais sans avoir eu le quitus, parce qu'il y a eu quelques réformes aujourd'hui. Il y a eu changement au niveau de la gestion de la prison et qu'à ces niveaux-là,
Le système a été réqualifié, c'est ce qui a engagé ces bras de fer-là. Et ça, le Congolais veut le voir clair à ces niveaux-là, pour qu'on ne nous emmène pas dans des conflits. Ces conflits-là, c'est au niveau de réforme, le rapport entre le ministre et le magistrat. On veut que ça se calme un tout petit peu, mais il faut forcément de réformes, et que la loi qui doit être proposée pour la réforme passe également. Mais dans le fond, ne nous mettez pas en dehors de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a eu perte en vie humaine. 129 morts, il faudra établir les responsabilités. On dit qu'il n'y a que 24 qui sont morts par balle. La question, c'est que pourquoi on tirait? Est-ce qu'il y avait un rapport de force de l'autre côté? Parce que j'ai entendu des balles, on suppose qu'il y avait quand même un rapport de force, c'est des gens qui tiraient aussi. 24 morts par balle, et le reste, c'est par étouffement. Est-ce qu'après, comment l'Union européenne appelle à des enquêtes indépendantes, à ce que lumière soit faite autour de... Mais seulement, je veux rappeler aussi que au pouvoir, il faudrait être très regardant, parce que nous sommes à la veille des enjeux. La même méthode apprise à Gorée, qu'on a utilisée contre Kabila, revienne. Ici, il faut justifier une crise politique, il faut justifier une crise de gouvernance pour pouvoir espérer un paradigme. On sait que c'est le dernier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi, du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je sais qu'à ce moment, il y a des dynamiques au niveau international qui s'engagent déjà. Et pour ça, les mêmes méthodes utilisées autrefois vont revenir. On va vous pousser à la faute par des déclarations, par de dire, il y aura des événements de ces gens-là. Je crois qu'un État sérieux doit se préparer. Est-ce qu'on n'y est pas Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Je crois qu'on y est parce que, permettez-moi de vous dire, c'est lui qui a ouvert le brèche, un tout petit peu, c'est le chef de l'État. Après sa situation de maladie, il devrait faire une communication pour assurer les Congolais que le chef de l'État est en bonne santé et qu'il va continuer son travail calmement. Mais dans ses discours, il y a eu beaucoup de donnes politiques qui nous ramenaient, pas dans la gestion maintenant, dans les enjeux à venir. On distribue de coups aux potentiels protagonistes, en utilisant parfois des mots très choquants comme l'expression borderline sur Moïse Katumbi. C'est des natures à exaspérer un peu la crise politique. Ce qui fait que chaque politique se met déjà en ordre de bataille. On quitte la perspective présente. Est-ce que c'est pas lui-même alors le président qui a mis le feu aux poudres? Non, mais c'est ce que je dis. Ça dit, il a tenu un discours qui met les autres dans la posture de réaction. En fait, on dit, bon, lui, il a commencé, nous, on veut réagir. Mais en politique, il n'y a pas que de déclarations. Le coup sale peut arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, il a presque engagé une dynamique où la plupart se mettent déjà dans la posture de 2028, où chacun se prépare déjà. Et il faudra que le pouvoir s'apprête à des provocations du genre, dans les déclarations commises. Ça se passe un peu trop ces derniers temps, dans les actes, dans les faits et gestes à gauche et à droite, et même dans des questions d'ordre sécuritaire. Je n'écarterai pas la thèse d'un sabotage. Pour moi, c'est aussi un élément pour justifier une crise, parce que je ne comprends pas cette forme de fixation aujourd'hui. On parle de massacre. En fait, massacre en criminologie, il y a le mobile d'un acte, non? Quel serait le mobile du gouvernement d'aller massacrer des gens en prison? Ça, c'est la seule question à $1 million qu'on ne sait pas répondre. Je pense aussi à ces niveaux-là. Il faudrait être regardant, il faudrait être prévoyant, il faudrait être éviter vigilant, de commettre des fautes, éviter non plus de tomber dans des pour fautes. Justifier les déclarations et les approches des dynamiques engagées par les politiques à gauche à droite. Finira-t-on par dialoguer? Si oui, à quel moment? Dialoguer autour de quoi? Mais on commence à chuter. Je pense que cherchez-nous la vidéo de Didier Boudimou, c'est important. Je pense que dialoguer, et moi je pense que ça commence à devenir inévitable. Et parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que c'est une proposition d'un opposant, mais jusque-là, le silence et l'observance du pouvoir laissent croire que tout peut arriver à n'importe quel moment. Il me semble que en face, le pouvoir, j'ai vu plusieurs communicateurs, certains, pas tous, beaucoup soutiennent l'idée Martin. du dialogue. Ce qui voudrait dire, enfin certains, ce qui laisse croire qu'il y aurait un deal, enfin c'est ce que certains analystes disent. Allez-y, Mike Gardy. Mais moi je pense que le dialogue aujourd'hui, par exemple, s'il faut s'interroger sur le contenu d'un dialogue, Jean-Pierre Kayembe, un peu comme aux élections de 2018, l'offre de l'insurrection, de rejoindre les groupes armés continue à circuler vers les politiques. Cette idée de pouvoir engager un autre front militaire au coin d'une dynamique de Congolais dans l'esprit non de vouloir corriger les questions de gouvernance, cet esprit-là commence à revenir un tout petit peu. S'il y a dialogue aujourd'hui, c'est qu'il faut permettre aux politiques de converger sur quelques éléments essentiels. Par exemple, pour moi. Mais maintenant, faudra-t-on toujours recourir aux armes, à la force, pour espérer revenir à Kinshasa, ministre, bombardé, général ou malheureusement, ce n'est pas ça l'idéal. C'est-à-dire que c'est un recul pour un État qui a pris la tangente démocratique depuis un certain moment. Mais je crois que les politiques congolais ne se sont pas sevrés de cette approche, de cette culture. La preuve aujourd'hui, vous voyez, personne ne pouvait imaginer, surtout pas moi, un grand frère comme Corneille Nangaa s'est retrouvé en rébellion. Je l'ai dit pendant la campagne, peu de gens m'ont compris qu'il y avait des propositions de gens pour aller rejoindre et blanchir un tout petit peu le mouvement rebelle qui sont là-bas, donner une connotation congolo-congolaise. Et
Ça continue jusqu'aujourd'hui et je crois que les départs continuent à se faire. Le dernier départ en date, c'est d'une dame de Arep de Guy Loando. C'est pour vous dire que c'est une question sérieuse. Pour moi, il faut se retrouver autour d'un dialogue. Il y a surtout Magloire Paloukou qui m'a déçu. Mais c'est son choix à lui. Je ne souhaite pas revenir sur ça, ni faire l'apologie des ceux qui sont partis. Tu n'es pas le seul, mais moi, je n'ai pas compris la logique pour quelqu'un qui connaît les Afriques, quelqu'un qui connaît ce que c'est la guerre, quelqu'un qui a longtemps vécu dans ces zones-là, quelqu'un qui connaît les incidences de la guerre. Bon, je ne sais pas, on ne va pas y revenir, mais dans le fond, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie discussion qu'on doit engager entre les politiques. Pour moi, il faudra discuter dans l'idée de pouvoir trouver aussi surtout un pacte de stabilité. Si, pour moi, ce pacte peut avoir pour disposition principale interdire, autoriser la possibilité des retraits d'agrément pour toute formation politique qui prendrait la direction des armes, pour moi, ça sera un pas vers cette marche démocratique. Bien. Pour moi, et interdire, priver le droit politique à tout mouvement qui aurait des gens qui rejoindraient des groupes armés, pour moi, c'est un pacte qui est important à l'aune des enjeux. Et aujourd'hui, je le rappelle encore, les différents cercles de pouvoir autour de la RDC commencent à se reconstituer. Aux élections de 2018, ces gens-là ont perdu un peu la main. Parce que nous connaissons que le pouvoir, en tout cas, ce n'était pas une question décidée au niveau de la communauté internationale. C'était un engagement en interne ici. Après élection, les politiques se sont décidés, se sont regardés en face et ont laissé que le jeu se joue en interne par les élections. Mais maintenant, je crois que l'Occident, au regard de l'approche et de la donne sécuritaire à l'Est, veulent reprendre le contrôle politique. S'il faut que le politique doive se regarder en face pour se dire on ne peut pas retourner à la case départ. Il ne faudra pas qu'on revienne à cette politique où il faudra que ce soit les autres qui viennent nous dicter. On a déjà franchi un pas. On peut regarder les autres comme étant des partenaires, mais ne pas leur laisser la possibilité de redevenir le maître du jeu politique, c'est nous. Pour moi, il y a lieu que les politiques congolais discutent autour de ça. Mais si c'est pour discuter parce que il y a des faits de gouvernance. On ne sait pas résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. On ne sait pas résoudre le problème de la vie chère à Kinshasa. Pour moi, le cadre institutionnel a répondu à ces besoins-là. On n'a pas besoin de ce genre de dialogues que moi j'appelle les dialogues polémiques, que la RDC a toujours organisés depuis toujours. Des dialogues qui viennent répondre aux égos des politiques. On a besoin des dialogues, en tout cas dialectiques, des dialogues qui reviennent sur des questions de fond pour le résoudre. Et pour moi, au-delà de cette donne politique au niveau, sur l'échiquier géopolitique, en interne, je pense que l'opposition politique a le droit de demander un dialogue pour déjà définir au préalable un calendrier sur le processus électoral, le financement du processus électoral. Ça ne veut pas se faire de façon automatique? Non, le problème c'est qu'il y a un cadre. Ça pouvait se faire dans l'opposition institutionnelle. Mais on connaît que cette position institutionnelle qui devrait se présenter par le Parlement est extrêmement très minorisée, faible. Donc ça veut dire que si on peut permettre à l'opposition extra-institutionnelle de prendre le relais pour faire son travail de veille, pour moi, il n'y a pas de problème à ces niveaux-là. Mais les dialogues pour partage de postes... Mais il y a méfiance quand même, à gauche, à droite. Non, il n'y a pas méfiance parce que... Hervé Diaké sait dire qu'on n'ira pas au dialogue made in Fayoulou. Oui, mais vous dites... Hervé Diaké, c'est l'a dit. Je sais que c'est quelqu'un de très réfléchi. Mais après, moi, j'ai lu le tweet de Christian Mando qui semblait noter une évolution dans l'approche d'ensemble. Évidemment, ensemble, on n'a pas encore levé des options. Des options, mais se montre déjà ouvert pour un dialogue. C'est déjà un bon signe. Maintenant, quitte à savoir, est-ce que le FCC va emboîter dialogue avec qui? Justement, c'est là le problème. Dialogue avec les partenaires. Ouais. On finit par cet extrait du ministre des Sports. Il était avant-hier chez Sango Mokonzi Israël. On lui fait un clin d'œil. On regarde, on revient. On l'a pas dit, il est aussi le candidat président à l'UNPC. Israël Mutombo. À qui on donnera de chances. J'ai ouï dire. Si, il a fait la déclaration. On revient. On finit en une minute. Très vite. Je rappelle chez les vaches, tout ce Robert Taoutou Lissola, na moko tsoka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka zoka fungola relier sabato à partir kinko le tiro fungola ne bungi zomo non fungola bungi te mutamande funda ko amboye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème à créer wana même ba misi po ba botane balé voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bongi bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut ko kende ko sala boye faut ko sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezo sala bato babo yango zaka motema mabe ndeni bato ba réussir ko détourner pendant que mutamande fazo empêcher bangote na régime na bi bon yango ndeni ba détourner ba réussir mais je pense que na régime na biso non lobby c'est ça premier régime o aliboso o yoso ki likamboza s'il faut batia maboko s'il faut ba dénoncer na régime o dénoncer bazo kanga mais pour quelle fois tangela ngai bato ba détourner na régime passé o ba mutamande funde na ndazako
bloquer l'initiative à développement. Je préfère pas prendre cette tangente-là. Je crois que le ministre Boudimbo a parlé en tant que politique. Il a fait ses déclarations. Moi, dans les dialectiques politiques, il y a une communication ciblée. On sait ce qu'on veut dire et on a des éléments de langage préparés au préalable. Mais, puisque Borbé tel soleil, bon, la question c'est, jusqu'à preuve du contraire, ça fera plus de 2 semaines que sur proposition, il y a VPM, il y a économie Mokoko Samba, fallait que premier ministre a un décret pour la suppression, il y a taxe sur certains produits d'importation, le 9 premier, et la réduction pour d'autres. Jusqu'à preuve du contraire, décret en Essinamenante. À ce niveau-là, moi je pense que il faut comprendre le premier ministre. Elle est arrivée avec l'ambition de mobiliser 18 milliards par an pour atteindre son budget quinquennal. Parce qu'on est dans l'approche budget programme. Ce que ce que a supprimé, c'est les matières les plus importées. Et quand on est un État dépendant de taxe à l'importation, ce qu'il faut trouver moyen, c'est comment il va combler gap budgétaire. Parce qu'au-delà de ça, l'exonération, il n'y a pas que là. Dans différents secteurs d'exonération, on a rappelé à Rabatou. Jean-Lucien Bousse, encore au commerce extérieur, en 2022, on a supprimé 14 taxes pour aménager, revoir le prix, incidence et zalaté. Le Premier ministre Samalou Konde a même allé jusqu'à supprimer la taxe sur la valeur ajoutée. Ngana Tozo continue qui n'a supermarché Tofu à TVA, mais bon, reversé T dans le trésor public. Ils se sont enrichis derrière le dos de Congolais. Je pense qu'il y a autant de préalables. Les lots, c'est vrai, le VPM a touché au fond. Préalable, c'est faut contrôler stock pour éviter à ces gens-là de jouer sur la spéculation. Mais pour ne pas imposer en gros, ça dit qu'il faut des vrais mécanismes. Donc à ce niveau-là, il y a des politiques de gouvernance, ça ne sert à rien qu'il y ait des membres. Parce qu'aujourd'hui, on parle. La Zambie, on avait eu un problème avec la Zambie. On s'est montré rigoureux. La coopération, mais après quelques minutes à coopération, Tindel Bisso Maïs a varié. Au ministre Julien Palou Kalobaki, Fadili à Congo. C'est-à-dire des maïs avec des substances toxiques. Heureusement, on a veillé, mais est-ce que ça a été consommé? C'est ça le problème. On se connaît aussi. Donc, en fait, de temps en temps, je crois qu'il y a des faiblesses en interne. Moutomandefou, considération politique peut-être, parce que je sais que Kabila, jusqu'à preuve du contraire, est très influent dans la sous-région. Mais sur d'autres questions, je préfère pas entreprendre cette tangente-là. On a fini. C'est question de agir et de travailler. Moussa Landé. Bonne journée, cher ami. Merci, pareillement, excellente journée à vous. Merci aussi à vous, cher public, pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Depuis hier, nous recevons des remarques, des suggestions sur les derniers aménagements qu'on a fait ici. Nous y travaillons. C'est vrai, il nous faut encore plus de lumière. L'autre écran à côté, vous voyez, il est foutu. Il faut ajouter. Tout ça, on a besoin de sous. Bon, si certains parmi vous sont touchés qu'ils peuvent nous aider à réaliser, à finaliser ce chantier qu'on a ouvert ici, ce serait une bonne chose. Mais dans tous les cas, nous allons y aller malembe jusqu'à ce que Torossi dise ça. Allez, bonne journée à tous. Une belle émission à suivre aussi ce soir avec le fils de Louchi Mandjate, d'heureuse mémoire, un grand nationaliste. Tout ce qu'il disait hier, tout ce qu'il alertait au sujet du Rwanda, c'est vérifié. Comme on dit, on finit toujours, on n'est jamais prophète chez soi. Son fils a des vérités à dire, il le dira ce soir. Ne quittez pas. Salut.